Attention, attention! Le contenu suivant est chargé de malt, de houblon, d'orge, de levure, de passion et aussi de conseils sur la maternité. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de conseils sur la maternité. On va voir qu'est-ce qui se passe quand on boit de la bière après ne pas avoir bu de la bière pendant très longtemps et surtout les conseils de quoi faire et de quoi pas faire. Cet épisode vous est présenté par La Shop à Malte. Si vous habitez dans le coin de l'Outaouais, puis en réalité un peu n'importe où au Québec, c'est pas mal la référence en termes d'ingrédients brassicoles et aussi d'équipements brassicoles. Ils vendent un peu de tout et aussi ils font de la formation. La Shop à Malte, qui est située au 99 rue Crémazie à Gatineau. Allez les voir, ils sont sympathiques, ils sont bien gentils. Et aujourd'hui, la bière qu'on boit ne vient pas de n'importe où. Elle nous est procurée par le dépanneur Rapido, aussi à Gatineau. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, maternité, bière et sobriété. Relative, oui. Oui, je vais commencer par te présenter. Hey, on reçoit Claudiane Fortin ici, qui est nutritionniste. Elle a été au privé pendant à peu près 4 ans. Elle a un baccalauréat et une maîtrise en nutrition. Et elle est aussi, attends, là je l'ai noté parce que je sais que je ne le dirai pas bien, accompagnante à la naissance. Donc, elle donne beaucoup de trucs pratico-pratiques. Et en plus de ça, c'est une grande fan de microbrasserie. Et puis d'ailleurs, je connais ton chum qui, de temps en temps, vient, le temps d'une bière, parler pour le temps d'une bière des techniques de brassage. On n'aimera pas c'est qui. On ne nommera pas. Mais on lui dit bonjour. Parce qu'on sait qu'il va nous écouter. Donc, première question. Comment ça va? Ça va bien. C'est correct. C'est une bonne journée? C'est une très bonne journée. C'est une très bonne journée. Très belle journée. Et puis là, la passion est avec nous parce qu'on a des sujets assez pertinents, mais aussi assez choquants peut-être à élaborer aujourd'hui. Oui. Donc, la maternité. Oui. Puis la maternité et l'alcool. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'informations, puis il y a beaucoup de désinformations autour de ça. À mon avis, là, en tant que nutritionniste dans le quotidien, je me retrouve à parler avec des mamans, avec des papas, avec des gens de tous les âges. Mais quand on arrive autour de la maternité, il y a de l'information, mais d'un côté, l'information évolue. De l'autre côté, il y a de l'information qui est dans les deux extrêmes. Donc à l'extrême où est-ce il y a beaucoup d'interdits et d'autres fois un extrême où est-ce qu'on est beaucoup plus laxiste finalement. Là, c'est de trouver le milieu entre les deux, dans mon travail à moi du moins, c'est m'assurer de trouver le milieu entre les deux pour que finalement on ait l'optimisation de la santé là, de la maman, du bébé et également qu'on minimise les dommages. Minimise les dommages. Moi, j'hésitais à où commencer à travers tout ça. Oui. Minimiser les dommages me semble comme étant un bon point de départ. Oui. Dans le doute, essayons de ne pas faire trop de dommages. Tu me Oui. parlais de désinformation, Oui. et après ça, d'extrémisme. Quel genre de désinformation existe-t-il et comment est-ce que ça fait des dommages que tu veux éviter? Mais c'est certain que en faisant ma recherche pour la rencontre d'aujourd'hui, j'ai eu une petite curiosité. Là, je sais pas si vous le savez, mais la recommandation quand on est par exemple enceinte, ça serait de ne pas boire. Ça, du tout. Puis la recommandation, je t'avais vérifié, l'information n'a pas changé, c'est vraiment qu'il n'y a aucune quantité qui est considérée comme sécuritaire au niveau de l'alcool pendant la grossesse. Donc, parce que ça augmente le risque du syndrome d'alcoolisme fœtal. Tout ça pour dire que, puis le syndrome d'alcoolisme fœtal, vous pouvez aller voir en ligne à quoi ça a de l'air, mais c'est pas ça qu'on veut pour un tout petit bébé qui vient au monde. La seule chose, c'est que c'est un peu stressant parce que quand on lit l'information, d'un côté, on dit aux mamans « Ah, tu savais pas que tu étais enceinte puis tu as bu un peu d'alcool. » C'est pas grave, ça devrait aller. Tandis que, de l'autre côté, par contre, quand on sait qu'on est enceinte, on devrait avoir une abstinence complète dans la mesure du possible. Puis, parce que justement, il n'y a pas de dose qui est sécuritaire, finalement. Donc, la recherche n'est pas encore assez avancée. Puis c'est vrai que de faire de la recherche sur les nouveau-nés, par rapport à un syndrome qui est quand même, qui est à vie, c'est pas très éthique, là. Donc, c'est difficile de faire de la recherche autour de ça, là, finalement. Donc, on a peu d'informations. Tout ça pour dire que, d'un côté, si une maman a bu de l'alcool, elle savait pas qu'elle était enceinte, le risque de dommage est quand même faible. C'est plus une grosse consommation quotidienne qui va être plus problématique. Tandis que, puis quand on sait qu'on est enceinte, le mieux, c'est d'éviter l'alcool. Puis là, c'est là qu'on arrive à ma désinformation dont on discutait, là. C'est parce que, dans le fond, on entend parler, par exemple, des produits sans alcool, par exemple, les bières sans alcool. Des fois, on va voir qu'il va être marqué 0,5% ou 0,0%. Mais en vérité, j'ai fait ma petite recherche, puis
sais, quand ils disent sans alcool, il n'y a pas vraiment zéro alcool. C'est pas comme un jus d'orange qui a vraiment zéro alcool. Donc, c'est ce qu'on se retrouve à avoir, c'est une quantité limitée d'alcool qui est en bas de 0,05, ce qui vient faire qu'on peut le considérer comme une boisson sans alcool. C'est juste que dans le cas de c'est plus pour la population, la majorité de la population. Pour la femme enceinte, 0,05 et moins, c'est quand même un peu d'alcool. Donc, dans le contexte d'une grossesse, ben, on voudrait pas justement avoir d'alcool le moins possible, la plus petite quantité possible. C'est ce qui est le plus important. Ben, là, on se retrouve à avoir des petites quantités sans le savoir. Puis souvent, les mamans, ils vont me dire, je prends de la bière sans alcool, mais en vérité, ils savent pas qu'ils prennent. Des fois, ils savent pas, dans le fond, qu'ils prennent vraiment une bière avec un petit peu d'alcool. Ils pensent que c'est sans alcool. Ben moi, je vois un autre phénomène qui est inquiétant. D'abord, c'est déjà inquiétant. Ouais. Mais l'autre phénomène auquel je pense, c'est toutes les boissons gazeuses, diète, ou les chips avec moins de calories. Qu'est-ce qui se passe quand on achète des chips avec moins de calories ou des boissons gazeuses avec moins de calories? T'en prends plus parce que t'as moins l'impression de tricher. Ben, je m'inquiète pour les femmes enceintes qui se disent, ben, c'est une bière sans alcool. C'est correct si j'en prends 2. Tout d'un coup, 2 devient plusieurs par semaine pendant une longue période de temps. Puis là, je ne veux pas vous résumer que c'est une pratique vraiment courante. En réalité, j'en ai absolument aucune idée. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, comme, ça m'est arrivé d'en boire là, de la bière sans alcool pendant ma grossesse. Mais j'ai fait ma recherche, puis j'ai essayé de trouver ce qui avait le moins d'alcool. Puis en vérité, dans mon cas, j'aime beaucoup boire des bonnes bières foncées, mais je trouvais pas ce que je cherchais. Puis même si j'aurais trouvé ce que je cherchais, je savais que il en restait quand même un peu. J'étais capable d'attendre de me rendre à terme, là, que la grossesse soit terminée pour pouvoir commencer à boire de l'alcool par après. Donc, tu sais, c'est certain que, tu sais, le but, là, c'est loin de se dire, il faudrait vraiment éviter ça. Puis, tu sais, on entend tellement de messages à propos du fait que les femmes, quand elles sont enceintes, ne devraient pas faire ça. Mais tu sais, il y a certains messages en nutrition qui sont parfois plus importants que d'autres. Il y a des aliments à éviter. Mais tu sais, c'est important juste de savoir que quand on fait le choix de boire une bière, dans le fond, qui est à 0,05 ou 0,01, il y en a un tout petit peu dedans. C'est juste ça qui est important de savoir. Après ça, tu sais, puis dans mon rôle, justement, d'accompagnante à la naissance, tu sais, le but d'une accompagnante, c'est d'aider les parents à faire des choix éclairés. Donc, si on décide de boire une bière, justement, sans alcool, qui contient un peu d'alcool finalement, ben, l'important, c'est de faire un choix qui est éclairé au final. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce que ça représente. Oui, c'est ça. Puis de choisir notre risque parce que justement, si on pense que c'est 0 puis qu'on en boit 6 par jour tous les jours, ben il y a des chances que ça ait plus d'effet que si on savait qu'il y avait un petit peu d'alcool dedans, mais on en boirait peut-être un peu moins. Est-ce qu'on a une idée du seuil entre une coupe de bière sans alcool, mais qui en réalité a un peu d'alcool pareil, puis trop? On le sait pas. C'est ça qui est plate. Souvent, ils vont dire une consommation une fois de temps en temps, donc une consommation normalisée de la SAQ, là, les plus petites bières. Là, finalement. Ouais. Mais là, à ce moment-là, ça serait pas dommageable, mais en même temps, ils savent pas c'est quoi. C'est que le risque est faible. Puis comme tu disais, il n'y a pas de test là-dessus, fait qu'on peut pas déterminer, mettons, une formule qui dit... Il n'y a pas zéro risque. Il n'y a pas zéro risque. Ça fait qu'on réduit le risque, mais le risque est quand même là. Fait qu'il y a un risque en partant de toute façon. Oui, l'action d'en boire va avoir un risque. Cela dit, après ça, comme je dis, l'important, c'est vraiment de faire un choix éclairé. Ça fait que si on boit une bière, si on a le goût de boire une bière sans alcool, mais on en boit une, on en profite à 100%, puis on passe à autre chose. Puis si on trouve que ça vaut pas la chandelle, mais à ce moment-là, on n'en boit pas, puis on se fait d'autres choses qui vont être goûteux, qui vont répondre à notre envie de boire aussi, quelque chose de désaltérant, de pétillant. Puis ensuite de ça, ben on passe à autre chose finalement, là. J'ai envie de poursuivre dans la section conseil de grossesse pour ma curiosité personnelle. Oui, vas-y. Je pense pas que ma bedaine de bière me donne droit à quoi que ce soit. Non. Mais dans tous les cas, tu parlais d'aliments à éviter. Oui. Pendant la grossesse. Oui. Je me demandais quoi? Ben, dans le fond, il y a
c'est pour les toxi-infections alimentaires parce que la femme enceinte, elle n'a pas de l'air d'être immunitairement un petit peu plus faible, mais en vérité, elles sont plus à risque, dans le fond, d'avoir des infections alimentaires. Un peu comme les tout petits, les enfants plus jeunes, puis aussi les personnes âgées. Ce qui vient faire que, par exemple, les fromages à pâte molle, les charcuteries, parce qu'on les coupe et ils restent froids, donc il n'y a pas d'autres cuissons depuis le magasin. Par contre, si la charcuterie a été sautée, là, on enlève le problème, mais la charcuterie froide, certains poissons, plus du côté du mercure, manger des sushis, le poisson cru. Le tartare aussi, ça va être à éviter. Après ça, c'est certain que vous connaissez tous des gens qui n'ont pas suivi ces règles-là, tout comme vous connaissez des gens que leur mère buvait un verre d'alcool toutes les semaines pendant la grossesse, puis la majorité du temps, il n'y a pas de problème. Dans le cas des toxi-infections, c'est un peu plus grave parce que finalement, si, par exemple, la maman elle attrape une salmonellose, disons, là, ou une listériose, ben il y a un danger de mort pour la mère et pour le nourrisson, ben, dans le fond, le fœtus. Rappelle-moi, c'est quoi déjà une listériose? Je pense que j'ai entendu ce mot-là peut-être 2 fois dans ma vie. C'est une infection à la listeria. C'est une bactérie qui, dans le fond, il y a plusieurs bactéries qui font des toxi-infections, puis la majorité du temps, dans le fond, ça vient faire souvent des gastro, là, des vomissements. Okay. Mais ça, c'est comme quand on a la version plus douce. Puis, tu sais, on va se rappeler de la... on va se rappeler de la maladie du hamburger. Il y a des gens, tu sais, par exemple, les gens qui ont... Tu sais, c'est pas la listeria, c'est une autre sorte de bactérie, mais ça reste dans la même famille. Tu sais, on a des atteintes. Voisin de la fesse gauche? Voisin de la fesse gauche, là, il y a comme... Tu sais, ça peut faire des atteintes aux reins puis aux poumons, là. Ouais, OK. Tu sais, je veux dire, ça fait que c'est que la majorité du temps, les gens n'auront pas de problème. Mais moi, j'ai pas le goût d'avoir une de mes clientes patientes qui se retrouve dans les nouvelles parce que les choses vont moins bien à cause d'une contamination, finalement. Donc, puis tu sais, j'ai nommé ceux qui me venaient rapidement en tête, mais en vérité, tu sais, les fèves germées, tu sais, les œufs, la farine crue, tu sais, plein d'autres choses comme ça va être des aliments, dans le fond, qui sont plus à risque de porter plus de bactéries, ont besoin d'une cuisson. C'est tout simplement ça. Dans le doute, cuire? Quand on est enceinte, dans le doute, cuire. Mieux vaut être dur à cuire. Mieux vaut être dur à cuire. Attends, je sais pas si cette expression-là s'applique en fait dans le contexte, parce que dans le fond, ça veut dire le contexte. Bref, oublie l'expression. Mieux vaut une bonne cuisson. C'est ça, oui, on va s'en tenir à ça. Et puis, côté post-naissance, oui. Pour les amatrices de bière, y compris de bière de microbrasserie, quel conseil donnes-tu lorsqu'il s'agit de se réacclimater à boire? Première question, peut-être naïve de mon côté, est-ce que tu peux boire de la bière en allaitant? Oui, tu peux. Ah, il y a du contentement dans ce sourire-là. Oui. Il y a du soulagement là-dedans. C'est la réponse. C'est la fierté de pouvoir contribuer au bonheur de ces amatrices de bière. Ça m'a fait plaisir, tout le monde. On pourrait terminer là-dessus. Mais, tu sais, c'est certain qu'il y a différentes recommandations, puis ça dépend. C'est là qu'on a un petit peu des deux côtés. Dans le fond, ça fait longtemps, là. Tu sais, on s'entend 9 mois. Puis, on n'a pas dit l'information, mais j'ai une héritière moi-même. J'ai produit un humain. Donc, tu es maman. Je suis une maman. C'est maintenant dit, là. C'est dit. It's out of the bag. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ça fait 9 mois qu'on n'a pas bu d'alcool, il y a des chances qu'on tolère ça un petit peu moins bien parce que, tu sais, c'est comme quand on avait 16 ans puis qu'on buvait une bière, ça se peut que des fois, on soit un petit peu plus facilement intoxiqué, disons. Ouais. Donc, moi, ce que je propose, c'est vraiment d'aller avec des plus petites consommations, des plus petits verres, puis de ce qu'on aime, par contre. Donc, comme ça permet d'augmenter progressivement notre tolérance, puis ça permet d'allonger le plaisir parce que, par exemple, si on boit toute cette grosse bière-là, en tout cas, moi, si je bois toute cette bière-là juste après avoir accouché, ça se peut que je sois rapidement intoxiquée par l'alcool. Incommodée. Incommodée. C'est vrai que c'est un meilleur mot, intoxiquée. Je trouvais que c'était violent. J'étais comme, je suis pas intoxiquée. Mais j'ai trouvé tantôt, il faut que je te dise ça. Tu parlais d'infection, puis tu as utilisé le mot contamination. Puis je me demande si c'est pas le lexique brassicole de ton chum qui t'a pas contaminé. Oui. Les contaminants. Tu sais, chez nous, on a des conversations sur le potentiel d'avoir des populations de bactéries sur notre nourriture. Okay? On a cette passion-là en commun, la sécurité, là, c'est important. Donc, moi, je vous imagine en train de jardiner, là, puis ton mari qui dit,
il y a des mauvaises herbes ici, là, ça t'est contaminé. Ouais. On va chercher les gants! Oui. Il y a plein de choses, là. Mais oui, effectivement, là, on fait attention pour que les contaminations soient... tu sais, quand on coupe la viande, là, c'est propre. C'est by the book. C'est propre. Je comprends. Puis quand on fait de la bière, c'est propre. Ouais, ben oui, je Voilà. sais, j'ai été témoin de ça. Exact. Ah oui, c'est ce qu'il fait, Jocelyn. Ça fait que de quoi qu'on parlait déjà? Ben d'abord, on parlait de bière. Ensuite, c'est on parlait vrai. de maternité. C'est ça. Puis On après a ça, parlé de contamination, mais on était en chemin vers les conseils pratico-pratiques ouais, c'est à vrai. celles qui aiment la bière. Et moi qui te demandais évidemment si c'était correct, si c'était permis Oui. de boire en allaitant, puis les conseils pour se Ouais. réacclimater finalement à... Ça fait qu'on commence avec des petites quantités, puis on va avec ce qu'on aime le plus. Parce que, tu sais, si on commence à boire comme quelque chose qui goûte pas bon, là, ça sert à quoi de boire quelque Ça, chose qui c'est goûte non. dégueu? Ça fait que, On tu sais, commence avec ce qu'on aime. on aime le rapido, Oui. on aime notre bière microbrasserie qu'on a faite avec les outils de la shop à malt. Ah wow, t'as bien clos la boucle, là, c'est très bon. Ça fait que, ben justement, On va te ça garder. fait on va en profiter, puis on va prendre ce qu'on aime. On prend pas Oui. ce qu'on n'aime pas. Si ça goûte pas bon, prenez-en Ouais. pas. Choisissez quelque chose que vous aimez. Ouais. Puis on en boit un petit peu pour s'acclimater. La seule chose, c'est que, ben, dans le fond, en allaitant, dans le fond, la question qui frôle, qui inquiète les gens, c'est, mais là, est-ce que je peux boire? Est-ce que mon bébé va être sous si moi je bois? Puis il y a différentes, dans le fond, il y a différentes recommandations. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, ça serait de pas boire d'alcool du tout, parce que l'abstinence est toujours meilleure que tout le reste. Puis c'est certain qu'il reste que l'alcool, c'est un poison. Nous, on est capable de bien le gérer, ce poison-là, mais les bébés sont un petit peu plus sensibles. Ça fait que, cela dit, par contre, tu sais, c'est pas la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 qu'on a le goût d'aller boire un verre. Parce qu'on se rappelle que, tu sais, petite initiation à la maternité avant d'arriver dans le plus le vif du sujet de l'alcool, c'est que quand le bébé, il naît, on vient de passer 2 à 3 jours à pas bien dormir. On est fatigué, puis c'est comme si on a fait le marathon d'une vie pour la majorité. Même si ça a été plus facile que pour d'autres, c'est quand même intense. Donc, ceux qui l'ont encore plus intense, c'est encore plus fatigant, finalement. Puis là, on se retrouve avec une petite bombe là, qui se réveille à toutes les 3 heures. T'es constamment sollicité puis t'as pas d'énergie. Tu te fais réveiller aux 3 heures. Toi, t'as-tu déjà, genre, passé une semaine à te faire réveiller aux 3 heures puis devoir rester réveillé au moins 45 minutes entre tes 3 heures de sommeil? Non, sauf quand c'était juste ma faute. Ben, c'est ça. Puis je suis sûre que t'avais plus comme un 4h30, tu sais. Oui. Mais c'est ça le problème. Ça fait qu'on se retrouve avec un sommeil tellement coupé, puis même c'est 3 heures, mais tu sais, c'est pas 3 heures, c'est 2h30. Ça fait que, tu sais, au début, là, on n'en a pas d'énergie pour boire de l'alcool, puis si on en boit, c'est sûr qu'on va être un petit peu plus affecté juste parce qu'on est fatigué. Puis finalement, le bébé il va grandir, ses nuits de sommeil vont venir se régulariser. Après quelques mois d'allaitement aussi, notre production elle vient se mettre en place, puis elle est beaucoup plus stable aussi. Votre production laitière? La production de laitière, de Oui. lactée pour les femmes, pour les humains. Attends, la lactoproduction? La lactoproduction, j'aimerais ça, mais c'est pas officiel, mais j'aimerais ça qu'on le rende officiel. Moi, je vais t'accompagner dans La tes mesures de lactoproduction. lobbyisme Oui. à l'Académie française pour que ça devienne un mot. La production lactée, ça serait le bon mot. Mais, tu sais, ça pour dire que finalement, dans le fond, ça se place. Puis là, à un moment donné, on commence à avoir le goût de prendre une petite bière. Ça fait que c'est là qu'on va commencer à en boire. Au début, si on en... Tu sais, c'est sûr que, encore là, la recommandation, ça serait 0. Mais mettons qu'on se dit que le 0, c'est pas possible. Dans notre cas, on aime ça, la bière. Puis c'est plus important pour nous. C'est quand même plus important de continuer à allaiter que de s'empêcher d'allaiter parce qu'on aimerait ça boire une bière une fois par semaine, tu sais. Fait que c'est mieux de continuer l'allaitement puis de boire sa bière une fois par semaine. Il y a quand même plus de bénéfices provenant de l'allaitement quand même pour le bébé. Tout ça pour dire que ensuite de ça, on va pouvoir on va pouvoir, dans le fond, prendre notre verre, puis il y aura pas de problème. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que la quantité qui passe dans le lait, tu sais, la mère le boit, elle a dans son sang. Du sang, ça s'en va dans le lait, mais une petite quantité, donc c'est un petit pourcentage qui s'en va dans le lait. Et là, le bébé se retrouve à avoir des toutes petites quantités quand même qu'il va recevoir, lui. Puis si la mère est capable de conduire, ça fait que si on a le 0.08, là, Quelque chose comme ça, oui. 0.08, 0.06, ben ça veut dire que là, on vient comme diluer cette quantité-là dans notre lait. Ça fait que finalement, là, on a des toutes petites quantités. Là. C'est beaucoup, beaucoup moins qu'un couleur là, qu'on a dans Mais est-ce que ça veut dire que, proportionnellement à la capacité
du foie du bébé, c'est une quantité d'alcool qui ne pose aucun risque au bébé en général? Ça porte très peu de risques. Risque OK. faible. On peut pas dire jamais zéro, mais C'est vrai. Ça, c'est le faible. postulat élémentaire du début C'est... du balado, c'est que on part d'un certain niveau de risque, on part à un non-zéro. Ouais. Ça fait que plus que zéro, mais quand même. Puis après ça va dépendre de la tolérance du volume de la mère. Si elle est grande puis elle est plus lourde, ben c'est sûr qu'elle elle va pouvoir en boire plus avant d'atteindre son 0.06, 0.08 versus la plus petite personne, finalement. Donc, puis après ça dépend de la vitesse de métabolisme du foie de la maman. Tout ça pour dire que si vous êtes capable de conduire, vous êtes clairement capable d'allaiter votre bébé. Pas besoin de tirer son lait puis de le jeter, de faire quoi que ce soit. Puis là, moi, je me souviens que j'ai déjà dit qu'on pouvait tirer notre lait puis le jeter, puis que ça, j'étais pas d'accord avec ça. Puis là, t'as fait quoi? On peut tirer notre lait puis le jeter? Ça, je dois bien humblement admettre que je comprenais vraiment pas ce que tu me disais. C'est ça. Ça fait que là, c'est que quand on a décidé, on a passé à travers les quelques petites bières, puis que là, tout à coup, on se retrouve à se rendre à boire finalement, comme on s'en va à un endroit, puis on boit beaucoup, beaucoup de bière. Ça fait que le rapido est rendu riche grâce à nous. C'est une blague. On a vraiment beaucoup d'argent de consigne pour pouvoir les ramener après. Ça fait que tout ça pour dire que si on décide de boire vraiment plus, c'est sûr qu'à ce moment-là, des fois, il y a une recommandation qui est comme de tirer votre lait puis de le jeter. Mais c'est pas nécessaire de faire ça. Tu peux juste tirer ton lait puis le jeter? Puis le mettre dans l'évier. Parce que ça serait ça, le théorème pour protéger, pour retirer notre lait. Mais en vérité, le lait, c'est quelque chose de vivant. Ça fait que si t'es sous puis que tu peux pas t'occuper de ton bébé, occupe-toi pas de ton bébé. Arrange-toi pour que quelqu'un d'autre s'occupe de ton bébé. Je comprends. On met le bébé en sécurité, puis on a du plaisir entre adultes. Puis après ça, quand on revient, dans le fond, si on y est rendu plus sous, notre lait contient plus, tu sais, comme le lait, il est vivant. C'est pas du vieux lait d'hier soir. Ouais. Il s'est remis à zéro, là. Encore une fois, question extrêmement naïve de ma part, le lait ne s'accumule pas tant que ça? Non, il est vivant. Ça fait que c'est comme, tu sais, c'est une membrane, puis dans le fond, on a le sang d'un côté, on a les canaux, tu sais, on a le réservoir de l'autre, puis dans le fond, il y a comme un renouvellement, là. Ils se parlent, là, les deux canaux se parlent, ils sont en communication. Il y a une perméabilité, là. Ça fait que il y a de la communication tout le temps. Ça fait qu'on vient pas accumuler du vieux lait. C'est comme si quelqu'un, tu sais, ça fait longtemps qu'elle a pas tiré son lait, puis là, elle se demande si son lait il est plus bon dans ses seins. Ça fait 12 heures qu'elle a pas allaité. Il est encore bon, ton lait. Le catastrophiste en moi doit te poser la question suivante. Vas-y. Bien que ce soit dangereusement tangentiel. Tu sais qu'il y a des milliers et des milliers de maladies sur Terre. Toi, tu es nutritionniste, puis clairement, tu connais plus la grossesse que moi. Et aussi l'allaitement. Y a-tu une maladie qui existe où est-ce que la membrane entre le lait et le sang devient trop poreuse, puis que là, t'allaites du sang? Ça existe-tu? C'est possible d'allaiter du sang. Oh non! Mais là, il faudrait que j'aille rechercher. Mais tu sais, c'est pas parce que la membrane est trop poreuse, OK? C'est pour d'autres raisons. OK. Ça fait que des fois, il peut y avoir un petit peu de perméabilité, il peut y avoir des petits canaux, il y a des petits segments dans les canaux lactifères. Ça vient faire du petit lait rose un peu, là. Ah, du rosé. Du rosé. C'est comme ça qu'on fait rosé, avec du blanc puis du rouge. Oui. Ça fait que... Puis là, finalement... mais tu sais, c'est pas dangereux pour le bébé. Dans le pire, il y a plus de fer, là, mais... Parce qu'il y a du sang dedans, mais sauf que non. Puis ça se résorbe, là, dessus. OK. Il fallait que je te le demande. Maintenant, je le sais. Je veux dire, on a au moins approché, on a conceptualisé la chose. Oui. D'autres chercheurs qui ont au moins des capacités, contrairement à moi, pourront aborder la question, puis dans quelques années, venir sur le balado puis nous dire « On a trouvé la solution ». Non, c'est ça. Mais je te dis, c'est pas dangereux si ça arrive, puis c'est temporaire, puis c'est pas... tout comme des fois, désolée pour les informations, mes amis, mais des fois, les seins peuvent être un petit peu abîmés parce qu'on a besoin d'une marraine d'allaitement. Ça fait que l'on peut appeler notre organisme dans notre région pour avoir une marraine d'allaitement, avoir de l'aide à l'allaitement. Mais des fois, on peut avoir des petites blessures, puis ça vient faire qu'il y a un petit peu de sang qui se retrouve dans la bouche du bébé. Mais ça aussi, c'est pas dangereux. Est-ce que tu peux nous définir un peu c'est quoi une marraine d'allaitement? Moi, personnellement, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est en capacité d'allaiter puis qui veut venir... Oui. Dans le fond, en Outaouais, là, c'est chez Naissance Renaissance Outaouais. Dans le fond, ils se retrouvent à avoir... c'est une femme qui a allaité pendant au moins 6 mois.
OK. qui a suivi une formation plus approfondie sur la lactation, puis l'allaitement, puis tous les défis qui peuvent venir avec, puis tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on allait. Wow. Oui. Je me demande qu'est-ce qui se dit dans cette formation-là. Ah, il y a beaucoup d'affaires à propos des membranes poreuses. Ah bon, excellent. Là, c'est peut-être pour moi finalement. Là. C'est là que je vais aller. C'est la prochaine phase. C'est le prochain balado. Ben oui, exact. Puis, tu sais, justement, tu sais, finalement, l'alcool, tu sais, on peut en boire. Mhm. Puis, tu sais, des fois, il y a la recommandation de boire juste après avoir allaité. Comme ça nous donne 3 heures pour boire, tu sais, comme pour digérer notre alcool. Mhm. Ça fait qu'on voit souvent cette recommandation-là. Tu sais, après ça, c'est... tu sais, il reste que tant qu'on est capable de s'occuper de notre bébé, surtout parce que souvent, on reste avec notre bébé puis on prend une petite bière avec Ouais. la visite. Tant qu'on est capable de s'occuper de notre bébé, ben il reste que c'est quand même des niveaux qui sont relativement sécuritaires. Pas sans risque, mais sécuritaires. Mhm. Est-ce que c'est des questions qui reviennent souvent dans tes interactions avec tes patientes? Ouais. Des questions d'inquiétude? Est-ce qu'il y a d'autres questions que toi que tu trouves qui reviennent souvent et qui méritent d'être un petit peu partagées ou démystifiées? Ben, tu sais, c'est certain que des fois, quand on les voit comme en clinique, tu sais, je ne l'ai pas dit dès le début, là, mais tu sais, il reste que c'est sûr que c'est toujours considérant que le bébé n'a pas d'autres problèmes. Tu sais. Mhm. Ça fait que c'est sûr que quand on a d'autres problèmes qui s'ajoutent, ben là, on n'est plus dans la population en général. Ça fait que ces recommandations-là sont moins des fois adaptées. Mhm. Ça fait que, tu sais, c'est à garder en tête que si on a un petit bébé qui est comme plus, tu sais, fatigué, plus somnolent, tu sais, Mhm. on va peut-être comme justement vérifier avec votre professionnel qu'est-ce qu'il y en est pour vous puis votre allaitement. Mais en vérité, il y a tout le temps plein de petites questions du genre est-ce que je peux manger ça? Est-ce que je peux boire ça? Est-ce que je peux faire ça? Puis tu sais, des fois, la transition entre ce qu'on peut manger pendant la grossesse puis ce qu'on peut manger après, pendant l'allaitement, des fois, les gens ils vont pas chercher assez d'informations. Ça fait que moi, ce que je dirais, c'est que je trouve que les mamans se préparent quand même bien pendant la grossesse, surtout pour la naissance, puis après ça, on dirait qu'on oublie qu'on va avoir un bébé après. Parce qu'on continue de le nourrir différemment. C'est peut-être que le bébé, à la place de se nourrir à partir de notre sang de l'intérieur, se nourrit à partir du lait de Oui, l'extérieur. c'est ça. Je commence à comprendre. C'est ça. Ça fait que des fois, ils sont pas bien préparés à l'allaitement ou ils ont, tu sais, des fois, il y a des petites informations qui leur manquent, puis des fois, ils vont lire, par exemple, l'information qu'on parlait tout à l'heure sur la grossesse, c'est-à-dire qu'on peut pas manger de jambon ou de fromage à pâte molle. Dès que le bébé il est sorti, puis que le placenta il est sorti, le placenta, c'est ce qui fait l'échange pour nourrir le bébé par le sang, là, dans l'intérieur. Ben, quand l'accouchement est terminé, ben, on pourrait en manger. Mhm. Ça fait que, tu sais, quand l'état de grossesse est passé, on peut recommencer à manger comme on mangeait avant. Fait que dans le fond, la grande solution, là, c'est de commencer par la bonne information, d'être bien informé, puis d'aménager les besoins puis les goûts. C'est-à-dire que si tu as envie de prendre une bière, ben attends le bon moment puis prends une bonne bière. Ouais. Mieux vaut, Puis, ouais. mieux vaut boire mieux et boire moins. Ben, c'est plate de même, hein. Tu trouves? Je trouvais qu'il y avait une certaine... Ben, j'ai fait un effort. c'est pas pire, là, mais moi, je dirais que, tu sais, c'est d'optimiser les plaisirs. Ça fait Oh, que, c'est tu sais, bon, ça. on veut vraiment identifier c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on a besoin. Mhm. Puis après ça, comment est-ce qu'on fait pour tu sais, avoir ce besoin-là répondu? Ça fait que si on a besoin d'une bière, peut-être que des fois, c'est juste qu'on a besoin d'aller se coucher puis d'avoir quelqu'un qui vient garder notre bébé. Ça fait que là, c'est pas cette bière-là qu'on veut avoir. Mhm. Mais on a envie d'avoir de la visite, boire une bonne bière avec les gens qui sont autour puis en profiter. Mais là, on en profite puis on choisit ce qu'on préfère puis on optimise notre plaisir. Puis après ça, dans le fond, pour le reste, là, pour l'information, il faut vraiment demander à des professionnels. Là. Le nombre de fois que je rencontre des mamans qui ont été chercher de l'information sur Facebook, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, comme, ça se peut des fois qu'on ait de la bonne information sur Facebook. Ça se peut des fois qu'on ait de la bonne information sur les sites en ligne. Mais des fois, ça se peut que non. Ça fait que, tu sais, vraiment vérifier avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, tu sais. Il y a des nutritionnistes qui s'y connaissent, il y a des pharmaciens qui s'y connaissent, il y a des médecins qui sont plus confortables avec ça. Ça fait que, tu sais, prenez le temps de poser la question à quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir vous donner les bonnes informations ou vous référer dans la bonne direction plutôt que d'aller chercher de l'information qui est de qualité moyenne puis qui va venir avoir un effet sur votre vie pendant peut-être 9 mois, 10 mois, 1 an. Oui, puis après ça dure longtemps. Ben c'est ça, là. Ça fait que, tu sais, je veux dire, comme rendu là, ça vaut la peine de prendre le petit 10 minutes de plus pour aller chercher une information donnée par un professionnel qui fait partie d'un ordre, d'un organisme reconnu, plutôt que d'aller chercher l'information sur n'importe où, finalement. Là. D'où l'importance d'être bien renseigné. Parlant de bien se renseigner,
Qu'est-ce que tu bois, toi, en ce moment? Je bois, je suis pas capable de dire ça, une Bauwerk Hoffmann Schwarzbier, Ah, c'est bon, c'est bon, c'est très bien. Allemagne de l'Est. Mhm. Délicieuse. Une lager foncée, ça, hein? Je pense que oui. Ouais. C'est toi qui l'as choisi. C'est clairement ça. C'est Toi, qu'est-ce que tu bois? c'est ça que je me demande. Je bois je bois un IPA, là, évidemment. Ben oui. Ceux qui me connaissent savent que je bois pas mal juste ça. C'est une bière de la microbrasserie à la dérive ici à Gatineau qui dit que le houblon ne pousse pas dans les arbres pour l'interrogation. C'est une double IPA, 8,5% d'alcool. Puis c'est comme un party floridien d'après-pandémie dans ma bouche, plein d'agrumes puis de palmiers qui dansent. C'est une très bonne IPA. Moi, j'aime beaucoup ces bières, mais les bières qui sont plus foncées à cause de leur goût torréfié. Mhm. Moi, dans ma tête, ça goûte le café pétillant, puis c'est ça que je cherche. Fait que dans le fond, le matin, un café, Un café. pas pétillant, puis l'après-midi, un café pétillant froid. Ouais, c'est ça, pétillant froid. Ça, j'aime ça, les petits plaisirs de la vie, là. Il faut savoir ce qu'on aime. Moi, là, je suis consistante, OK? Ouais, c'est ça qu'il faut. Ben, écoute, gros merci d'avoir été avec nous pour le temps d'une bière. Pour ceux qui nous écoutent, si vous aimez notre contenu, si vous aimez notre compagnie, notre ton, notre bonne humeur et notre passion, devenez nos amis, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous contacter, nous poser des questions, nous faire des recommandations. Nous sommes toujours preneurs et nous aimons bien collaborer une fois de temps en temps pour le temps d'une bière ou plusieurs. On vous rappelle que les bières qu'on a consommées nous viennent du petit dépanneur Rapido à Gatineau et que cet épisode vous est présenté par la Shop à Malte qui sont un peu la référence en matière d'équipement et d'ingrédients brassicoles dans la région de l'Outaouais, mais finalement un peu partout au Québec. Allez les voir, ils sont gentils, ils font de la formation. Et ils répondront à beaucoup de vos questions avec beaucoup de passion et de bonne humeur. Moi, ce que je vous dis là-dessus, c'est merci de nous avoir écoutés, puis ben, à bientôt. Puis Claudiane, un gros merci. Ça fait plaisir. Ben, c'est ça. Merci à toi. Merci C'est de quoi? m'avoir invité. Un petit cheers. C'est bon, un air cheers. Cheers. Salut tout le monde.